Rester en partie sur le territoire de la ville de Bruxelles, en tout cas après Stalingrad avec ou sans nous, mais qui veut changer Leeds. Les ateliers urbains proposent le 3e volet de cette série de documentaires sur le métro 3, le chantier du siècle. Et pour en parler, nous recevons avec nous en studio un des réalisateurs de ce nouvel opus, Félicien Dufort. Bonjour. 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 Merci de nous avoir rejoints. Alors évidemment, le chantier du métro 3 a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Ça se retrouve en partie, en tout cas, les questions dans votre documentaire, mais aussi bien la phase 1, donc entre Albert et la gare du Nord, avec la décision prise enfin par le gouvernement de démonter le palais du Midi, ou bien sur la phase 2, entre la gare du Nord et Bordeaux, qui coûterait finalement 4 milliards d'euros au lieu de 2,4 comme initialement prévu. Mais avant de revenir sur ces dernières décisions, on va d'abord parler de l'idée de base de votre documentaire. Vous aviez vous aussi participé à la réalisation du premier, donc sur Stalingrad. Pourquoi vous vouliez faire finalement un documentaire un peu plus historique? Parce que c'est ça que reprend ce nouveau volet. C'est vraiment l'histoire du métro, donc depuis les années 60. Oui, en fait, à la suite du premier documentaire sur Stalingrad, sur vraiment la vie du quartier et l'impact du chantier sur les commerçants, on a eu beaucoup de questions lors des projections, on en a fait quand même beaucoup. Et il y avait plein de questions qui restaient en suspens par rapport à cet ensemble, à ce grand projet qui impacte plus tout Bruxelles plutôt que juste Stalingrad. Donc il y avait pas mal de questions qu'on voulait un peu creuser, ce qu'on n'avait pas du tout fait dans le premier opus. Donc on en a profité, on s'est dit, et le CVB voulait bien faire un film supplémentaire. Du coup on s'est dit, on y va à fond et on essaie de comprendre les enjeux en fait et qu'est-ce qu'il y a derrière ce gros métro. Et puis la partie historique, je pense aussi bien chez Chérine, Benjamin et moi, on a un ancrage à Bruxelles, on aime notre ville, et donc savoir ce qui s'est passé avant était important aussi pour comprendre ce qui allait se jouer là maintenant. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de ce documentaire, comme ça vous allez voir un peu le travail aussi d'historien et d'archives qui a été fait. Au même moment où on crée le tout voiture, on a dit quand on donne la surface à la voiture, on va faire du métro. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du métro à Bruxelles. À l'époque, l'argent coulait à flot. On est dans les 30 glorieuses, les budgets étaient disponibles. Vos impressions, madame, après votre premier voyage? Ah ben c'est formidable, madame, c'est très bien. Ça t'a plu? Oui, madame. Quand on a fait Molenbeek, le choix a été démoli. Creuser, et puis après il y avait des endroits qui n'étaient pas restaurés, ce qui fait que c'était un chancre en permanence pendant des années. Donc la concertation avec les Bruxellois, avec les communes, tout ça, nada. Relier Evere à Forêt via le centre-ville en 20 minutes seulement, grâce au nouveau métro 3, cela sera possible. Moi j'en pense c'est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trams de Saint-Gilles jusqu'à Evere. Alors l'enquête publique, elle arrive vraiment en bout de course. On est 13 ans après le lancement, mais il n'y a pas eu de moment officiel de participation. Évidemment, le métro est toujours la solution la plus rapide. Est-ce qu'il faut dépenser 2,3 milliards d'euros pour cela? La question mérite d'être posée. Voilà, donc ce nouvel opus sur le chantier du siècle, c'est assez intéressant, toute cette partie histoire, parce qu'en fait, on se rend plus bien compte aujourd'hui de le chantier que ça a été de construire ce métro, parce que finalement, à Bruxelles, le métro est arrivé de manière tardive, contrairement à Londres ou à Paris, évidemment, et donc on était dans une ville qui était totalement urbanisée quand ça a commencé en fait avec les grands chantiers dans les années 70. Ouais. Et ça n'a pas été aussi violent partout. Dans les quartiers populaires, on a une tradition à y aller plus fort, on va dire. On peut dire qu'à Molenbeek, c'est assez parlant. Du côté de Sainte-Catherine et tout ça, on est passé en tunnel et en souterrain. Et puis après, quand on a passé le canal, on est passé en surface, quoi. Donc on a exproprié les gens et on a construit le métro là. Et donc je pense que ce qu'on voulait un peu montrer aussi avec cette partie historique, c'est que, allez, on a depuis les années 60, enfin non, bien avant déjà, détruit notre ville au fur et à mesure, quoi. Il y a eu la jonction Nord-Midi, il y a eu le quartier Nord, il y a eu le quartier Midi. Enfin, on y a été sérieusement et nous, on aime bien notre ville, on aime bien le quartier de Stalingrad, on aime bien aussi le Bad Schaerbeek. Et là, maintenant, ce qu'on voit arriver, c'est une machine qui va défoncer les quartiers. Là, sur la partie facile, qui est celle d'Albert à la gare du Nord,
Eh ben, c'est la partie facile où on était censé passer en douceur. Ben là, on est en train de parler de détruire un palais du Midi, un bâtiment historique du 19e, avec à l'intérieur plein de gamins qui font du sport toute la journée, enfin tout le temps et tout ça. Et là, on parle de enlever le toit, enfin tout le tralala, mais on parle grosso modo de détruire ce quartier, quoi. Oui, alors ça c'est effectivement une question que vous soulevez. C'est la gentrification des quartiers, donc notamment à Molenbeek, on dit quand même que finalement tout le monde était assez content, et la commune aussi, qu'on détruise certains quartiers qui étaient plutôt à l'abandon, et que donc ça permettait d'avoir une rénovation urbaine, en fait. C'est ça que vous dites? À cette époque-là, en tout cas dans les années 70-80, on est content, enfin la commune est contente peu de se débarrasser des chancres ou des maisons un peu insalubres qu'elle pouvait avoir sur son territoire. Ouais. Bon, on n'a pas creusé la question de Molenbeek à fond dans le film, mais bon, il y a beaucoup de gens, enfin le quartier s'est fort paupérisé à cause de ce chantier aussi qui a mis à l'arrêt le quartier. Donc je pense qu'il y a un tissu économique dont il faut prendre compte, et quand il y a un grand chantier qui arrive comme ça, ça fait très mal, quoi. Surtout, ce qui est assez frappant finalement, c'est au niveau, vous avez dit, il y a eu avant aussi la bruxellisation, la jonction Nord-Midi, c'est que finalement toutes les décisions qui concernaient Bruxelles, eh bien, elles n'étaient pas prises par des Bruxellois. Elles étaient prises par des Flamands ou par des Wallons, où l'idée c'était d'arriver en voiture en plein cœur de Bruxelles, et finalement un petit peu quoi qu'il en coûte. Ouais. Pour ça, vous pensez qu'aujourd'hui, en ayant travaillé, et on voit toute la participation qu'il y a sur le chantier du métro 3, c'est ça qui change un peu la donne aujourd'hui? Il y a eu, grâce aux luttes urbaines des années 60, plein de dispositifs qui ont été mis en place, comme la commission de concertation, l'enquête publique, qui sont des moments précis dans un projet dans lequel les habitants... quiconque peut participer et donner son avis au projet. Ce qu'on constate aujourd'hui, par contre, et en particulier avec l'exemple du métro 3, c'est que c'est un peu devenu de la participation de façade. C'est devenu des concepts un peu vides, parce que dans la bande d'annonce, on voit là, les 7000 documents qui sont sur la table. C'était ce que les Bruxellois étaient censés lire et s'approprier pendant un mois pour ensuite développer une pensée critique ou donner des commentaires par rapport au projet. Donc ça arrive beaucoup trop tard, là où il faut déjà s'approprier tous ces documents, et ça devient pas possible. On n'a pas assez sondé, en fait, les Bruxellois. On les a pas assez sondés, en tout cas les gens du quartier. Concernés, des quartiers concernés. Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de débat public sur ce métro. C'est maintenant quand il arrive avec les chantiers et la deuxième partie. Mais sur la première partie, on a un peu manqué d'un gros débat public et politique aussi. Parce que sur ce projet, il y a un peu tout le monde qui est pour, quoi. Même au niveau des partis politiques, c'est assez étonnant. Tout le monde est d'accord. Et je pense qu'il y a un peu un truc de l'opinion publique est pour le métro. Tout le monde est un peu pour le métro, c'est normal. Enfin, on me demande sans savoir. Oui, on a l'impression que ça va quand même fluidifier le trafic dans la ville, et que peut-être justement ça permettra de laisser les voitures à l'extérieur de la capitale. C'est ça, et je peux comprendre cette idée a priori, quoi. Mais c'est ça qui est très intéressant avec ce sujet du métro 3, c'est que plus on creuse, plus on s'intéresse au sujet, on regarde les coûts, on regarde l'impact, on regarde le report modal, toutes les caractéristiques qui font pour ou contre le métro, on se rend compte qu'en fait c'est un projet délirant, parce que même en termes de mobilité, il y a déjà des trams qui font ce trajet-là, quoi. Donc en fait, pour faire de Albert à Bordet, il y a moyen de le faire en transport en commun aujourd'hui en 45 minutes. Maintenant, si le métro va le faire en 20 minutes. Waouh! Est-ce que ça vaut la peine de mettre tout le budget de Bruxelles là-dedans, plus une potentielle destruction de pas mal de quartiers pour ça? Je sais pas, je pense pas, moi. Comme vous vous êtes intéressé à l'histoire, est-ce que à l'époque de la construction des premières lignes, il y a eu les mêmes critiques ou pas du tout? Bonne question. Au niveau je saurais pas dire s'il y a vraiment eu des grandes mobilisations. Un chantier, ça fait toujours peur aux gens, et c'est vrai que c'est un chantier qui est pharaonique, le métro. Oui. Je ne saurais pas dire dans quelle mesure il y a vraiment eu des grosses mobilisations. On n'a pas spécialement enquêté sur ce volet-là. Nous, ce qu'on voulait surtout montrer, c'était la façon dont les transports en commun avaient évolué, et qu'on arrive parfois avec des gros sabots sur les quartiers, des choses comme ça. Oui, et là, effectivement, c'est ce qui est dit aussi, c'est ce qui était démontré également dans le documentaire sur la place Litz, qui aussi dit subir en tout cas une gentrification, puisqu'on va faire couler le quartier. En tout cas, c'est ce que les opposants disent, qu'on fait couler le quartier, et puis qu'ensuite
ensuite ça permet à des promoteurs immobiliers de venir, de racheter moins cher et de faire remonter ce quartier. Et c'est ce qui est craint à pas mal d'endroits finalement avec ce chantier du métro. Vous l'avez dit, tous les partis sont pour. En fait, vous avez une interview qui est quand même très très intéressante dans ce documentaire. C'est l'interview de l'ancien dirigeant de la STIB, Alain Floch, qui vraiment finalement explique un peu que on n'a jamais trop discuté. Lui était pour, évidemment, l'extension du métro, et que c'est la conjonction de Laurette Onkelings, qui à l'époque était candidate bourgmestre sur Schaerbeek, de Rudy Vervoort, à l'époque bourgmestre des Verts, et puis de Didier Reynders, qui dirigeait le fonds Belliris à cette époque-là, qui ont fait tous les quatre avec Alain Floch, que ça pouvait se construire et se décider, et qu'après, il n'y a plus eu de débat là-dessus. Et le débat là, il était interne en plus. C'est même pas qu'il y a eu un débat avec les Bruxellois, avec tout le monde. C'est que c'est un débat interne à eux quatre. Et donc c'est 4 personnes qui finalement se sont dit on y va, on fonce. C'est dur à savoir exactement comment une décision politique est prise, surtout que c'est un projet qui au final date des années 60 et qui du coup, à un moment, on le sort du tiroir et on se dit là maintenant on fonce, il y a une bonne conjoncture, on y va. C'est ce que dit Floch. Après, c'est les coulisses, c'est un peu du pouvoir, on le fantasme, on ne sait pas trop comment ça se passe exactement. Parce qu'après, quand on entend quelqu'un comme Pascal Smet, il dit aussi avoir beaucoup poussé pour ce métro et avoir fait possible. Donc qui a vraiment décidé à quel moment et tout ça, c'est des choses qui sont assez floues au final. Hein. Oui, c'est vraiment effectivement assez intéressant. Puis bon, il y a une chose quand même qui a changé par rapport à la construction du métro au début et aujourd'hui, et ça plusieurs de vos interlocuteurs le disent, c'est qu'il n'y a plus d'argent aujourd'hui. Oui, Floch a une bonne façon de dire par rapport au budget. Il dit qu'on multiplie les budgets fois pi. Oui. Et du coup, donc les 4 milliards, c'est même pas assez. Oui, en c'est fait. ça, on va encore monter. Enfin, c'est délirant. Et puis en fait, ce qui est important, c'est tout ce qu'on met comme argent là-dedans, on le mettra pas ailleurs. Et là, il y a un bon exemple assez concret, même s'il est très minime par rapport au budget. C'est sur le plan d'aménagement directeur, donc un plan d'urbanisme à Port-de-Ninove. En 2019, il prévoyait de construire 120 logements sociaux à cet endroit-là. Aujourd'hui, là, il y a quelques mois, le nouveau plan d'aménagement est sorti. Et là, il prévoit plus de construire des logements sociaux, mais bien un centre sportif. Pour accueillir, en fait, le centre sportif qui va se faire dégager à Gare du Midi. Enfin, au Palais du Midi. Et donc là, c'est un petit impact, parce qu'on parle de quelques centaines de millions, c'est pas les 4 milliards, mais c'est un exemple de choses qu'on va pas pouvoir réaliser à cause de ce métro qu'on veut absolument pour gagner 20 minutes. Quoi. Vous le dites au début dans le documentaire, vous étiez plutôt favorable à l'idée du métro. Vous faites un petit micro-trottoir aussi, les gens sont plutôt favorables, mais ne sont pas forcément au courant. Ça, c'est quand même aussi interpellant. Aujourd'hui, vous êtes vraiment opposé à ce métro ? Oui. Aujourd'hui, en ayant en ayant entendu quand même pas mal d'experts ou d'associations qui font un travail de décryptage, d'analyse des documents, en ayant compris aussi les enjeux qu'il y a derrière et ce que veut dire 4 milliards aussi. Parce que moi, je pense que la question budgétaire n'est pas à prendre à la légère. Quand on parle des 4 milliards, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et c'est beaucoup d'autres projets qu'on ne va pas pouvoir réaliser pour ce métro qui, je le répéterai, n'est pas si utile, quoi. Ça a été simple de pouvoir contacter tous ces gens et de faire cette recherche un peu critique quelque part. Oui, oui, parce que les gens essayent de faire entendre leur voix en fait, que ce soit association, académique, ils essayent. Ils sont convaincus aussi qu'il faut arrêter ce projet parce qu'ils aiment Bruxelles. Mais l'arrêter, ce serait perdre de l'argent aussi. Oui, mais beaucoup moins que si on continuait. Donc à un moment, il y a peut-être temps de dire bon, on arrête là parce qu'on va arrêter les frais. En fait, c'est ça le but quelque part, c'est le message que vous avez envie de faire passer, c'est dire allez, il n'est pas trop tard, on peut encore stopper ce chantier. Oui. Ça, c'est vraiment le message. Là, maintenant, on est assez convaincus. C'est parce que ça fait 3 ans et demi qu'on travaille sur ce sujet, qu'on s'est rendu compte un peu du bazar et qu'on a inquiet pour notre ville, quoi. Il y a vraiment un truc. Moi, j'ai peur qu'ils défoncent tout Bruxelles avec leur truc. Alors, où est-ce qu'on peut le voir ? Vous avez une projection ce soir, je pense. Oui, on a une projection ce soir, mais qui est complète, malheureusement. On en a une autre le 3 juillet au Cinéma Aventure. On en a une le 30 juin avec le CBAI sur l'avenue de Stalingrad, et puis le 12 juillet, dans le cadre du festival open air du Cinéma Nova, on a encore une projection. Et c'est uniquement le 3e volet qui est diffusé, ou vous allez proposer les 2 autres volets ? Le premier volet, Stalingrad, est disponible sur YouTube. Donc il y a moyen de le voir si vous tapez Stalingrad avec ou sans nous.
Celui sur le Leeds tourne encore un peu en projection et on aime bien le débat après, donc on privilégie les projections, mais à partir d'un moment, on le mettra également sur YouTube. Et puis le troisième volet, on espère qu'il y aura encore des projections jusqu'en septembre, octobre, tout ça. Évidemment, je suppose que toutes ces dates, on peut les retrouver sur le site du CVB, donc du Centre Vidéo de Bruxelles. Merci beaucoup Félicien Dufort d'être venu pour nous parler de votre travail. Merci beaucoup. Merci à vous.